Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va analyser voilà cette soirée de vente sur Bitcoin. Vous savez que hier on avait prévu ce dip, on avait prévu ce dip. Bon voilà, pour moi c'est pas un dip, mais bon voilà, on avait prévu ce mouvement de liquidation à la baisse, on va dire. Donc du coup pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, vous aviez à ce moment-là le bon signal pour soit placer des trades, soit ne pas paniquer. Maintenant, on va analyser ce qu'il en est aujourd'hui, comment se construit cette baisse, comment au niveau du sentiment, elle se construit aussi. On ira faire un joli tour d'horizon, un petit peu des news. On va expliquer pourquoi ça a baissé et on va expliquer, voilà, un petit peu pas mal de choses au niveau du contexte macro. Donc, on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour vous dire de ne surtout pas hésiter à vous abonner si jamais vous aimez bien ce contenu, activer la cloche des notifications, etc. Et puis éventuellement mettre un petit like, laisser un commentaire. Personnellement, je n'ai rien à vendre, donc du coup, c'est la seule manière que vous ayez de me rendre l'appareil sur le fait que je passe du temps tous les jours à vous donner un point météo sur Bitcoin. Rejoignez-nous également sur le Discord si jamais vous voulez faire partie d'une communauté avec des signaux de trade, des ressources, voilà, tous les nouveaux tutos qui sortent, etc. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Donc on passe maintenant donc, au niveau du BTC. Qu'est-ce qu'on a sur BTC d'intéressant à dire? On a une cassure potentielle ici de cette trendline que vous voyez ici. Et effectivement, c'était plus ou moins ce qu'on avait prévu hier. On va déterminer des targets pour cette cassure, même si, bon, bah, moi, je pense que c'est un fake out, c'est-à-dire que je pense que c'est une déviation, un petit peu comme ces deux-là, et qu'on va réintégrer, clôturer pour moi ce soir, peut-être au-dessus de cette résistance. Néanmoins, on pourrait avoir des targets à calculer ici assez simplement. Assez simplement pourquoi? Parce que déjà, si on prend, vous voyez, cette trendline là que j'ai rajouté un rayon là, et qui est d'ailleurs parfaitement parallèle à celle-ci. Donc on peut réfléchir ici à pas mal de figures qui pourraient être par exemple une running flat, ce genre de choses. Bitcoin aime bien faire ces choses-là. Donc du coup, on aurait une target ici de retoucher éventuellement le bas de ce channel autour des 36 700. On a là-dessus une convergence avec des éventuels objectifs en Elliott. Pourquoi en Elliott? Et je vous la fais rapide sur Elliott, je ne vais pas vous faire quelque chose de très long, mais on serait sur une fin de correction ici en 5 vagues avec une 4 en triangle. On va la mettre là, voilà, pour faire à peu près. Donc une 5 ici, et si on calcule les objectifs d'une 5, théoriquement, il est possible que théoriquement une 5 fasse à peu près 100%. Donc, on a une convergence ici avec cet objectif des 36 605 ici. Donc, il est tout à fait possible que Bitcoin éventuellement nous fasse une mèche dans la journée ou demain, hein, c'est pas la question, autour de ces targets-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, ça voudrait dire simplement que le channel qu'on avait envisagé ici est en fait relativement élargi. Ça a une tronche de bear flag, mais parfois vous avez des situations de retournement qui ont aussi des tronches de bear flag. Je vais pas vous la faire non plus très longue en Elliott, mais tout simplement, voilà, on pourrait être, et là, je vous dis n'importe quoi, mais par exemple, sur une 1, 2, 3, 4, 5 ici, tac, et que tout ceci soit une correction, par exemple, en ABC, avec une vague, donc là, je vous ai posé le bas de la 2, tac, 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 et autant pour moi, voilà, le bas de la 2 serait ici, donc on aurait plutôt quelque chose comme ça. Ça peut arriver que voilà, vous ayez des structures qui se forment comme ça, un peu spécifiques, avec des très grandes corrections, une qui serait potentiellement très courte. Bon, bref, je vais pas ici vous calculer toutes les possibilités en Elliott, mais vous comprenez que parfois des figures chartistes peuvent être un peu trompeuses. C'est pas pour ça qu'il faut pas les trader, c'est pas pour ça qu'il faut pas leur donner du crédit, mais bah, il faut tout simplement avancer un petit peu à vue et être prudent. En ce moment, moi, je trade beaucoup avec le sentiment, c'est-à-dire l'order flow, c'est-à-dire les liquidations. C'est ce que je vous ai dit hier. Et par contre, j'essaie de trouver des bas de marché avec beaucoup avec le on-chain, donc avec tout ce qui est Glassnode, etc. Pour moi, c'est les choses qu'il faut suivre en ce moment parce que si je vous montre un graphique
voilà, ce graphique-là. Globalement, quand on était jusque-là, le on-chain fonctionnait très bien, c'est-à-dire que là, on voyait très bien une distribution des long-term holders et des baleines aux petites mains et aux institutionnels et aux short-term holders. Et puis là, sur ce dip, on a vu énormément d'accumulation ici. Donc là, comment dire, le on-chain me dit il y a énormément d'accumulation. Cependant, sur ce rebond-là, théoriquement, si vous analysez ici cette baisse uniquement avec comment dire le on-chain, vous n'auriez pas forcément trouvé ce dip là parce que ici il y avait un short squeeze à faire. Il y avait énormément de shorters ici dans toute cette zone que vous voyez en blanc. Il y a eu énormément de shorters sur cette zone là et donc du coup qu'est-ce qu'a fait le prix? Il a fait un mouvement non naturel qui a été de refaire un nouvel ATH puisque là on est venu et là il y a eu à nouveau un short squeeze. Ici Bitcoin a été très shorté. Donc en fait on a fait deux short squeeze successives qui eux étaient plutôt à analyser avec les liquidations et avec l'order flow. Donc là, on était bien si on analysait on-chain. Ici, on était plutôt bien si on analysait en order flow, ce short squeeze. Et puis là, pour moi, on est à nouveau sur des niveaux où ça commence à être intéressant de regarder le on-chain. Et si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous avez vu que au niveau on-chain, pour moi, on a trouvé un bas de marché. Je suis très bullish quand je regarde tous les indicateurs on-chain qui ont tendance à montrer qu'il n'y a plus que des holders dans la plage. Dans la place, on n'a plus de touristes. Comme je dis souvent, la plage est à nous. On est devant, il n'y a plus personne et on est devant ce lever de soleil. On a campé toute la nuit, on a fait un petit feu. Effectivement, ça a été long. On a eu froid, mais on était bien au final quand le soleil se lève. Eh ben, on est bien au chaud avec notre copine à côté dans un endroit paradisiaque et on est ici très bien placé. Moi, personnellement, j'ai DCA, j'ai dollar cost average, ça veut dire j'ai acheté petit à petit certains niveaux sur toute cette descente-là. Ici, à l'heure actuelle, je suis quasiment à 80% en crypto sur toute cette descente-là. Quasiment à 80% en crypto. Est-ce que j'ai repayé ce niveau-là? J'ai très envie de le faire. Je l'ai fait sur un trade, mais j'ai très envie de le faire en investissement. Donc, il est possible éventuellement ici que je remette certains de mes euros de mon compte en banque normal, voilà, que je réalloue un petit peu ma situation cash, de manière à ne pas l'investir tout de suite, puisque je vous le dis, là j'ai placé surtout des trades, donc c'est pas mon portefeuille d'investissement que j'ai placé ici, mais c'est surtout des trades, mais de manière à ce que si jamais on redescend de plus bas, j'ai une force d'achat qui puisse être toujours en DCA. Autour ici de payer par exemple le niveau des 35, je dis des conneries là, mais c'est pour ce sera des niveaux beaucoup plus techniques et beaucoup plus, mais éventuellement pouvoir payer le niveau des 35, le niveau des 30 et des 25 si on y va. Et après, j'aurai aucun problème du coup avec ma position là. Par contre, je ne veux pas, comment dire, ici, dans la mesure où j'ai DCA sur toute cette descente, je ne veux pas, comment dire, je ne vois ici que des indicateurs qui me disent qu'on va repartir. Alors ça me fait un peu rire parce que quand on revient sur Bitcoin à court terme, et plus ou moins en 1 heure ou 2 heures, on a eu un tout petit sell-off cette nuit et d'un coup tout le monde s'affole. On va revenir ici plutôt sur ma chart, on va dire chartiste. Ici, tout le monde s'affole, ça me fait un peu rire. On dirait un peu des fillettes devant Bambi. D'un coup, tous les youtubeurs parlent d'aller à 13 000 dollars, un sell-off jusqu'à 25 000, etc. Bah, bien entendu, c'est possible, hein, on n'est pas, mais je veux dire, ça reste un mouvement de long squeeze, ça. C'est un mouvement, comme je vous l'ai expliqué hier. On avait ici énormément de poches de liquidité à prendre au niveau du sentiment, et c'est ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit on pourrait faire un petit dip pour aller nettoyer tout ça. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Eh ben, il a fait exactement ça. C'est-à-dire que donc là on est passé à l'order flow, un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc on a pris ce niveau-là, on a pris ce niveau-là, on a pris ce niveau-là en termes de liquidité, on a pris ce niveau-là. On a pris celui-là, on a pris celui-là, et celui-là, pour l'instant, on l'a pas pris, mais bon, peut-être qu'il n'était pas placé au dollar près. Enfin, vous comprenez ici l'idée. Donc là, on a libéré énormément le prix de liquidité qui était en longue en dessous. Et hier, je vous avais dit, attention, il y en a beaucoup. Donc pour moi, on pourrait peut-être faire un petit dip, tchac, et puis éventuellement derrière repartir haussier. Comment s'est construit la journée d'hier, enfin à partir d'hier soir, je pense que j'ai fait la vidéo à peu près dans ces eaux-là. Ici, on a eu énormément de shorters qui ont shorté ici cette petite baisse. Vous voyez que
l'open interest, le niveau de contrat en circulation augmente et le funding diminue, donc beaucoup de shorters qui sont rentrés. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a pris tout de suite, donc petite hausse ici, donc je vous note même pas le niveau là. Et puis ensuite, on est venu s'occuper des longueurs. Ici, quand le prix descend, vous comprenez que le nombre de contrats en circulation diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on a des longues qui sont liquidées. Ici, l'augmentation d'open interest est très forte. Tout ça se fait principalement sur du short, mais on a certainement eu des longueurs dans l'histoire. Donc en tout cas, on aura un niveau de short à prendre ici. Donc là, open interest très fort. Là, on fait ce fameux mouvement de deleveraging des longueurs, c'est-à-dire qu'on nettoie les longueurs. Donc c'est toutes les mèches que je vous ai enlevées là. On est allé jusqu'ici. À partir de là, le funding était encore rouge et on a augmenté énormément ici le nombre de contrats en circulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on aura des shorters à prendre à ce niveau-là. Donc à l'instant T, on n'est pas à l'abri d'un nouveau dip pour s'occuper de cette mèche-là jusqu'au 38, enfin de cette petite poche jusqu'au 38. Mais en tout cas, on a rajouté du monde à prendre sur le retour en longue. Donc rien d'inquiétant pour moi, vraiment, sur ce qui se passe là. C'était dimanche, on était sur le dimanche de Pâques, donc les market makers en ont profité, étant donné que tout le monde était en vacances pour venir sortir un petit peu, dégraisser un petit peu le marché, décharger un peu le train, voilà, lâcher un petit peu de lest. Hier, j'ai fait une erreur, je vous ai dit que je pensais que les marchés étaient fermés le lundi aux États-Unis, mais pas du tout, il n'y a pas de lundi de Pâques aux États-Unis. Donc en ce moment, on a la bourse américaine qui a ouverte. La bourse également sud-américaine. Aujourd'hui, par contre, on est en vacances du côté de l'Europe, donc il n'y aura pas de bourse européenne et également pas de bourse à Johannesburg. Et puis, les marchés asiatiques vont rouvrir normalement après jusqu'à demain. Donc, ouverture des marchés US, elle s'est fait quand? Elle s'est fait il y a une demi-heure. Là, je pense qu'il est 16h quelque chose. Vous voyez qu'il est 9h30 à New York. Donc, elle s'est faite à 9h. À partir de là, on continue toujours sur l'order flow. Donc les options, j'en ai parlé hier, donc on va pas en reparler aujourd'hui, mais globalement pour le 22 avril, on est toujours sur un max pain price à 42 000 dollars avec 11 200 dollars d'open interest. On a quelqu'un qui a joué un gros strike ici à 40 000 dollars, donc il y a des fortes chances que le prix repasse au-dessus d'ici vendredi, puisque c'est un put. De manière à faire perdre ce gars-là. Donc pour moi, un vendredi à partir de vendredi entre 40 et même 44 000, on est OK. Là, c'est des petits strikes. Vous comprenez que 715 Bitcoin, c'est pas ça qui va faire frétiller mamie. Voilà. Ensuite, on continue ici sur les niveaux de liquidation sur iBlock. Désolé, j'ai mis à jour mon navigateur, donc ça va être un petit peu plus long aujourd'hui puisque j'ai un petit peu perdu toutes les infos en cours de route. Et en même temps, tac, on va aller faire un petit last sur... on est sur le bon contrat, oui. Sur Kingfisher. Niveau de liquidation ici sur le tiers 2 sur Binance, vous voyez cet énorme short là ici qui s'est ouvert, 317 millions de dollars. Pour moi, on a des fortes chances, soit que ce niveau ait été pris en x50, soit que ce niveau ait été pris en x25. Si jamais il a été pris en x25, on ira le chercher ici jusqu'aux 40 200 dollars. Vous comprenez ici que le delta en faveur des shorters, donc le delta liquidé depuis les 3 derniers jours au niveau des shorters est au-delà de 10 milliards. Donc pour l'instant, on est plutôt en train d'évoquer un mouvement qui pourrait éventuellement aller jusqu'aux 42 000 ici à la hausse. Qu'est-ce que ça nous dit sur Kingfisher s'il arrive à loader à un moment? Oh, j'ai fait mon last, ouais. Donc on va regarder ça sur Kingfisher. Comment vous pouvez avoir des crédits sur Kingfisher? Bah, c'est très simple, vous cliquez sur la petite roue en haut, là, vous faites le spin, et puis du coup, il va s'arrêter à un moment. Alors là, moi, des fois, il bug, donc il faut que je réinitialise, enfin, il faut que je refresh la page. Là, je pense que c'est le cas, mais vous comprenez que ça vous donne des crédits. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a un énorme tour de liquidation à prendre. Et qu'est-ce que je parlais tout à l'heure? Je parlais des 42 000. Ouais, voilà, si on prend les deux d'un coup, et si sur ce rebond, on est encore plus shorté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent shorter ici en mettant leur stop autour des 41, 42, il est bien possible qu'on aille jusqu'au 42. Dans l'immédiat, Kingfisher nous dit plutôt 41 pour liquider à la hausse, donc ça c'est plutôt bonnard. Voilà. Alors, du coup, là, en ce moment, c'est la saison des earnings. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, notamment, beaucoup de gens, en fait, comment dire, publient leurs résultats. Beaucoup de compagnies publiques américaines publient leurs résultats de manière à montrer combien ils ont gagné pendant le premier trimestre 2021.
Donc ça veut dire que on a des bons earnings et des mauvais earnings. En ce moment, ce sont pour beaucoup les banques qui donnent leurs earnings en premier et les earnings sont pas très bons, mais en profit quand même. Donc la saison des earnings, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est plutôt des moments qui sont théoriquement bullish parce qu'on vous donne des résultats et donc ces résultats, si jamais ils sont vraiment très mauvais, bah, ça c'est plutôt bearish pour le marché. Mais si jamais ces résultats sont relativement corrects, c'est plutôt bullish. Donc au niveau de la tech, on va avoir tout le monde qui va publier ses résultats dans les semaines qui arrivent là, donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un catalyseur pour remonter. Cependant, au niveau des commodités, et là je parle des matières premières, vous voyez que le blé ici fait un nouvel ATH, enfin nouvel ATH non, mais un nouveau plus haut sur toute la période. Là on est en 1 heure, pardon, autant pour moi, hop, désolé. Hop. Pas du tout un nouvel ATH, le mec qui raconte n'importe quoi, mais que du coup, on est plutôt haussier sur le blé ici. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire ça? Ça ressemble à pas grand-chose au niveau chartiste, plutôt une 1-2 avec mouvement ABC ici et partir sur une 3 par exemple. Voilà, à voir ce que ça pourrait nous donner, mais en tout cas, on a un blé qui prend plus 3,6% aujourd'hui. Pourquoi c'est le cas? Parce qu'apparemment, ça a l'air de, et là on va passer sur les news, ça a l'air de chauffer un petit peu en Russie-Ukraine avec des bombardements et une espèce d'escalade aussi de la part des Américains et des Russes pour fournir des armes aux Ukrainiens et pour les Russes éventuellement se positionner pour envahir une partie plus grande de l'Ukraine. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se goupille voilà, de ce côté-là. Ici, la pandémie en Chine qui menace l'économie, la recovery économique, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais la rémission économique, on va dire, voilà. Et ici, les stocks qui se hedge alors que les yields, donc les bons du trésor, bougent plus haut. Voilà. Ici, vous voyez que c'est le profit de la BOFA, la Bank of America, qui baisse de 12% par rapport à ce qui s'est fait 1 an plus tôt. Donc, on était à 7 milliards et là, on était à 8 milliards et là, on est à 7 milliards. Toujours dans les news ici autour de Bitcoin. Donc oui, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est la saison des taxes aux USA. Quand est-ce que se termine le moment où vous pouvez remplir vos taxes? C'est le 15 avril. Donc à partir du 16, 17, 18, si vous êtes un gros bag et que vous avez, comment dire, que vous avez un comptable, théoriquement, 3-4 jours après, vous commencez à savoir à peu près combien vous allez devoir payer. Donc, assez souvent, dans ces périodes-là, vous avez des ventes de crypto de manière à pouvoir sortir du dollar pour payer vos taxes. Donc, ça, c'est une explication possible, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, une explication possible de pourquoi on a baissé le prix. Je vous parle de mouvements de liquidation, etc. à chaque fois, mais vous devez théoriquement être capable de donner un nom à chaque bougie. Je ne sais pas où est mon graphique des news ici, mais je vais vous le mettre là. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Non. Ouais, c'est ça. Voilà, vous voyez ici, pour moi, chaque grosse bougie, elle a un nom et je lui donne une narration parce que ça permet ici d'avoir quand même une idée de ce qui s'est passé. Et là, vous voyez que sur cette bougie-là, j'ai mis tax season. Donc voilà, la narration autour de cette bougie, vous devez être capable d'expliquer de manière fondamentale toutes les bougies. Là, je voulais expliquer au niveau du sentiment, c'est-à-dire que ça a été un long squeeze. On en avait parlé hier, on avait vu qu'il y avait ces niveaux à prendre. Néanmoins, au niveau fondamental, assez souvent, vous pouvez mettre un nom sur chaque bougie. Ici, qu'est-ce qui pourrait déclencher un nouveau risk-on entre les stocks et les obligations? Vous comprenez ici que on parle de rotation de capital entre ce qui est risqué mais qui rapporte beaucoup et ce qui est très peu risqué mais qui rapporte très peu. Là, en gros, l'article est plutôt sur l'explication de pourquoi l'argent pourrait revenir sur les actions dynamiques, les portefeuilles un peu plus dynamiques, malgré des signes au niveau de l'économie qui sont pas forcément très bons à l'instant T. Ici, donc voilà, on a fait les news, on a fait l'order flow, on n'a pas fait le carnet d'ordre, mais c'est pas grave, on le fera demain. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur le prix du Bitcoin? Eh ben déjà, tout simplement, on a nettoyé du monde ici et c'est très bien parce qu'on avait un paquet de gens qui étaient garés sous cette trendline et c'est pour ça qu'on fait des déviations. C'est justement pour les surprendre, ok? Donc, bien évidemment, quand vous
passer ce type de trade, etc., essayez de quand vous tradez une trendline, que vous pensez qu'elle va tenir, essayez de mettre votre stop, bien entendu, pas directement sur la trendline, mais essayez d'avoir un petit peu d'amplitude, un petit peu de largeur par rapport à ça. Ça, c'est le premier détail que j'aimerais vous dire. Deuxième détail que j'aimerais vous dire, ici, on est à potentiellement, s'il devait y avoir un dip plus bas, 36,7. Je voulais calculer en Elliott, je voulais calculer par rapport à cette trendline. Vous pouvez aussi le calculer en fonction de la target de ce triangle. Si jamais on repasse ici en 1 heure, hop. Donc, vous vous rappelez que je vous avais parlé d'un triangle ici, qui en gros fait, je vous le trace à la serpe, hein, là, mais voilà, qui en gros faisait ça. Hop, on va y arriver. Voilà, tac, tac. Bon, là, on est un peu plus haut. Voilà, vous comprenez que ça, c'était un triangle. Quelle est la target éventuelle de ce triangle ici? Hop, voilà. Et bien, tout simplement, vous faites une balançoire. Quand vous avez un triangle symétrique de creux comme ça, il est plutôt enclin à casser à la baisse. Ici, il a cassé à la baisse. Et là, c'est pareil. Vous voyez qu'on a une target à peu près dans des niveaux équivalents que celle de ma target précédente ici, à savoir les 36 700. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'y aller. Si vraiment on devait faire une grosse déviation, on pourrait y aller. Néanmoins, là, Wall Street a rouvert, puisque vous vous rappelez que hier, votre serviteur, ici moi-même, a fait la lamentable erreur de vous dire que les marchés étaient fermés ce lundi, et ce n'est pas du tout le cas, c'est juste en Europe que c'est le cas. Comme les marchés ont rouvert, ça va être quand même plus difficile ici de faire dumper le prix à nouveau, encore plus. Donc à voir comment se comportent les marchés. Si les marchés donnent l'occasion de faire ce sell-off jusqu'à 36, tout le monde va s'en donner à corps joie. Ça va permettre d'accumuler encore plus de shorts au-dessus et on réintégrera probablement assez rapidement cette trendline. Si c'est pas le cas, eh ben on verra ce que nous donne Bitcoin à ce niveau-là. Si jamais Bitcoin ici revient juste se taper la tête et vient faire un pullback par exemple sur cet endroit-là, il est tout à fait possible que derrière on vienne rechercher ces niveaux-là. Ça voudrait dire quoi au niveau action de prix? Ça voudrait dire on fait ça et on fait ça. D'accord? Moi, je privilégie plutôt une réintégration ici et de venir éventuellement réintégrer vraiment ça et venir plutôt ici se taper la tête sur les 41 pour ensuite réintégrer le triangle dans son ensemble. C'est ce que je pense. Maintenant, il faudra que je vois comment réagissent ici les liquidations et les leviers pour réellement avoir un avis à l'instant T. Donc, il est important de faire preuve de pragmatisme. Voilà, c'est ça que je veux dire. À partir de là, on avait prévu ce mouvement, donc on n'a pas du tout paniqué. On avait prévu cette déviation, on n'a pas du tout paniqué. On avait potentiellement prévu la remise en cause de ce triangle ou sa cassure à la baisse. On n'a pas du tout paniqué. Maintenant, on a potentiellement des targets pour ceux qui veulent rentrer là. C'est vraiment pas déconnant de le faire. Moi, personnellement, je suis rentré un petit peu plus tôt que ça. Voilà. Ensuite, on était sur quoi? On était sur des potentiels news. Voilà, je voudrais faire un point un petit peu, et du coup ça va faire une petite vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Je voulais faire un point sur la volatilité de Bitcoin qui est littéralement ici, vous le comprenez, en train de s'écraser. Quels sont les indices qui peuvent vous donner des indications sur la volatilité? Voilà, c'est ça que je voulais faire. Si jamais on se met en daily, hop, si jamais on se met en daily, vous avez deux indicateurs que moi j'utilise pour calculer la volatilité. C'est les bandes de Bollinger que vous voyez en ce moment sont en train de se resserrer. Voilà. Donc les bandes de Bollinger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon là on est peut-être sur une time frame un peu grosse, mais voilà, vous voyez le resserrement des bandes de Bollinger ici, là en weekly. Ça veut dire que là on trade à peu près sur des niveaux relativement similaires depuis assez longtemps. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un mouvement violent dans un sens ou l'autre à un moment ou à un autre. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Deuxième indice que vous avez pour essayer de voir éventuellement la volatilité, c'est tout simplement le Shop Index. Le Shoppiness Index, qui donc du coup, lui, va pouvoir vous dire si Bitcoin est déchargé en volatilité ou chargé. Là, on a eu effectivement ce mouvement-là, mais si vous passez en weekly, vous allez voir que c'est la même chose. On est chargé à bloc en volatilité. Le shop, il est au max en weekly, d'accord? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des horizons de 1, 2, 3 mois, il va se passer quelque chose. Le shop est chargé. Vous voyez qu'ici, le shop était chargé. On a eu un mouvement baissier très fort. Vous voyez que, puisque en fait, on était en train de faire un peu
cette non-situation. Vous comprenez là, entre ce moment-là et celui-là, le shop est vraiment venu se charger. Vous voyez que ici, le shop était chargé, on a tradé dans les mêmes niveaux depuis très longtemps et on a fait un mouvement haussier. Donc après, à vous de choisir votre camp. Moi, je vous donne ici des moyens d'avoir un avis qui est différent du mien. J'aime beaucoup cette idée pour la chaîne, qui est tout simplement de vous donner des indices et des possibilités d'avoir un avis qui soit différent du mien. Je vous donne mon avis aussi, mais l'idée, c'est pas de copier du tout ce que je pense. Maintenant, la troisième chose qu'on peut voir ici, et là, vous allez voir que ça va être relativement clair, c'est qu'on a une divergence haussière ici en daily sur BTC, donc c'est relativement puissant comme signal. Ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas eu, et ici, on a une divergence haussière en daily. Donc ça, c'est intéressant à voir. Maintenant, moi, j'aime bien aussi aller voir l'USDT dominance. Et qu'est-ce qui se passe sur l'USDT dominance? Eh ben, elle est inversement corrélée au Bitcoin, hein. Vous comprenez qu'au plus il y a de stablecoins sur le marché, au moins il y a de crypto. Et là, vous avez une divergence baissière qui est en formation. Elle n'est pas confirmée, mais elle est en formation. D'accord? Donc, c'est des choses vraiment intéressantes. Vous pouvez vous dire, ah, peut-être qu'il va y avoir un petit retournement de marché ici, en tout cas court terme. Troisième chose ici, le market cap total. Je vous avais dit que soit on descendait, on faisait un dip de carrément 10%, et du coup à ce moment-là on venait par ici, ça reviendrait à revenir pour moi autour des 36 000 $ sur Bitcoin, soit on trouve un point de rebond ici, et là on revient au moins tester cette résistance des 1,95 qui pour moi est fondamentale à casser si jamais on veut retaper un nouveau bull run. Donc ça c'est important à comprendre. Donc divergence baissière ici. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Là par contre le momentum est plutôt dans les mains des bears à l'instant T. Vous voyez que là on diminue ici sur les mouvements haussiers quand le momentum est bullish, et on augmente sur les mouvements baissiers quand le momentum est bearish. Donc ça c'est pas très bon. Ici le VMC qui nous avait donné un signal d'achat et qui dorénavant nous donne un signal de vente. Alors ça peut arriver, vous voyez que des fois les points se touchent. Donc c'est complètement possible. En tout cas, le VMC, lui, nous dit, attention, ce mouvement n'est peut-être pas terminé. Attends un petit peu en délit avant de rentrer sur cette histoire-là. Et après, donc le shop, je vous en ai parlé, voilà. Donc du coup, j'espère que j'ai bien été clair sur tous ces concepts de volatilité en weekly, etc. Ici, divergence baissière qui veut dire on va peut-être latéraliser un petit peu. Donc ça voudrait dire peut-être remonter ici, par exemple au 41, et ensuite revenir chercher ce niveau des 36, qui peut-être est un niveau à avoir éventuellement. Ici, on avait en 1 heure aussi une épaule tête-épaule, qui est pas belle, mais bon voilà, qui est vraiment pas belle. Ouais, j'avais pas vu qu'elle était aussi moche, mais bon voilà. Du coup, ici, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche, tête, épaule droite. Comment on calcule la target d'une épaule, tête-épaule? Déjà, on trace les aisselles, on trace le rayon d'une aisselle à l'autre aisselle, donc ici. Au point de cassure, ici, théoriquement, on est censé faire une balance. Alors moi, j'utilise beaucoup, parce que c'est des objectifs qui marchent mieux, la distance de la tête à l'épaule droite. Donc on aurait eu un premier objectif ici qui a été quasi atteint. Et la plupart des traders vont eux plutôt utiliser le système de la balançoire à partir de la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de cou. Donc là, ça nous donne une target plutôt autour des 37 404, d'accord? Donc voilà pour cette figure chartiste en 1 heure aussi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Hier, je voulais vous parler de JP Morgan. JP Morgan qui désormais fait l'éloge du Bitcoin. Alors c'est assez marrant parce que c'était vraiment la banque, donc Jamie Dimon qui est le PDG de JP Morgan, était vraiment complètement anti-crypto et disait que le Bitcoin allait à zéro, etc. Et ben là, il nous fait dans sa lettre aux investisseurs, donc c'est une lettre aux actionnaires de la holding, il nous dit que, enfin apparemment, selon des insiders et des fuites, il a été dit que le Bitcoin c'était génial et que désormais il y avait beaucoup de choses à faire dans la finance décentralisée, etc. Et que parfois ce type de contrat était bien meilleur que des contrats typiques, classiques de finance, et qu'il y avait beaucoup de choses à faire grâce à la technologie de la blockchain. Donc ça, c'est important à comprendre. Une autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que le FTT, donc le token de FTX, a fait un gros mouvement ces 2 derniers jours. Et ça, qu'est-ce que ça vous dit?
Ça vous dit tout simplement que peut-être qu'il y a eu un fort achat de FTT. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait un fort achat tout d'un coup de FTT? Eh bien, tout simplement, assez souvent, FTX vend OTC, over the counter, donc c'est-à-dire qu'ils vendent de gré à gré à certains gros poissons des BTC sans passer par la plateforme d'échange, mais sous le manteau, on va dire. Voilà, donc sans que ça ait une influence sur le prix. Le fait qu'il y ait eu ici une grosse demande, puis une assez forte vente, mais en tout cas une grosse demande hier sur le FTT, peut nous signaler qu'il y a eu un énorme achat de whales, d'une whale OTC over the counter. Donc ça, c'est vraiment une possibilité. Surveillez bien en général les exchanges, les utility tokens d'exchange, parce que cela peuvent potentiellement vous annoncer un mouvement d'achat ou de vente OTC sur le BTC ou autre chose, hein. Vous pouvez acheter une autre altcoin OTC, mais en tout cas, on sait que là, peut-être, il y a eu quelque chose qui s'est passé over the counter sur FTX. Troisième chose, encore une fois, dont je voulais vous parler, c'est le dollar index. Le dollar index, il est là. Dollar index ici, qui commence à marquer aussi des divergences et des choses comme ça, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, vous voyez qu'ici, on est au-dessus, hein, si je ne me trompe pas aussi. Ouais, on est au-dessus. Bon, c'est au dollar près, hein, mais ici, on est sur un RSI qui est baissier. Donc ici, une divergence haussière cachée potentiellement. Le momentum vient de croiser bullish. On avait un point de vente ici. Le chop est bien chargé aussi. En tout cas, là, on regarde ça en 1 heure, en daily. En daily, on a aussi, je crois qu'on a un plus haut ici. Voilà, on a aussi cette divergence en daily qui est en train de se former potentiellement. Donc potentiellement un petit sell-off ici sur le dollar index en daily. Pas de sell-off vraiment violent. Vous voyez que le shop ici est pas forcément chargé. Donc on attendra peut-être qu'il latéralise un petit peu, que le shop se charge. Et là, vous pourrez éventuellement shorter le dollar index. Ce que je voulais vous le dire aussi par rapport au dollar index, c'est que tout simplement, le dollar index est à la hausse en ce moment, mais il faut comprendre aussi que le dollar index est le dollar face à un panier de devises. Donc ça montre la force du dollar face à un panier de devises. En ce moment, l'euro est littéralement pas du tout en train de remonter les taux. Enfin, ça commence à se faire un petit peu tout doucement, mais vous comprenez que la plupart des monnaies sont plus faibles que le dollar encore dans le monde. Et c'est ça qui est un petit peu, comment dire, trompeur sur voilà ce que nous dit le DXY. Et là, pendant que je vous parle, je vois aussi, on a une énorme divergence ici entre ce point-là ici, là, hop, là. Alors, ça ne veut pas dire que, il va y avoir non plus un truc de malade mental, mais ça veut dire qu'à partir de là, on pense que le dollar va au moins latéraliser, voire se calmer un petit peu et atteindre la descente. Moi, personnellement, si j'en avais eu, je l'aurais vendu à peu près par ici. Donc suite à ce gros mouvement haussier juste avant, hein, vous voyez, vous vous rappelez, je vous avais parlé de ces points-là. Bon, là, on voit une divergence. Là, il ne faut pas hésiter. Il faut potentiellement ici sortir. Un retour du dollar, une baisse du dollar index, ça veut dire aussi retour du cash. C'est-à-dire que les gens sortent un petit peu des actions. Il y a eu des sell-offs sur les actions et retour du cash. Si jamais tout ça se retourne, eh ben, ça veut dire que forcément, il y aura des dollars qui reviendront enfin, on sortira du cash et on reviendra potentiellement sur les obligations ou les actions. Ensuite, je voulais vous faire un point sur XRP, mais on va pas le faire. Je vais vous faire un point hyper rapide sur Luna. Personnellement, moi, je suis jamais rentré sur Luna, sauf en trade, mais je suis jamais rentré en investissement sur Luna. Ça fait un petit moment ici que je me dis, ah tiens, pourquoi pas y aller. Et en fait, au vu des divergences, quand même assez, pareil, si vous avez le prix qui monte, le RSI qui descend, etc., j'ai préféré attendre avant d'investir sur Luna. Donc, quels seront mes points, moi, éventuellement ici d'achat? À très long terme, j'aurai une première zone qui est celle-ci entre les 0,50 et les 0,61 de retracement de la totalité de la tendance, c'est-à-dire de 0,6 dollars jusqu'à actuellement 119 dollars. Donc vous comprenez que c'est du très long terme. Un point d'achat potentiel ici autour des 52-53 dollars. Ensuite, zone de rechargement, comment dire, encore plus sérieuse, encore plus, et ben tout simplement
les 36 dollars à peu près, et dernier DCA avec sur un Luna à 20 dollars. Néanmoins, Luna se porte très bien. Vous comprenez ici que, comment vous dire, si jamais vous voulez trader ou investir à plus court terme sur Luna, à ce moment-là, vous irez chercher plutôt ces zones-là. Et là, pour le coup, on est entre 0,5 et 0,618, qui est une zone tout à fait respectable pour recharger. Néanmoins, à long terme, pour moi, on touche même à peine le premier arrêt. C'est pas un investissement sérieux que de rentrer sur Luna aujourd'hui, en tout cas en investissement, hein, je parle d'investissement. Pour moi, on le paye trop cher, donc voilà, je préfère attendre qu'éventuellement il y ait une mauvaise news, un hack, quelque chose qui se passe, etc. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis une alerte aux 60 dollars sur Luna pour potentiellement rentrer là-dessus de manière plus pro. Je ne vais pas analyser tout Luna, je voulais juste vous faire part de tout ça. Ensuite, je voulais vous faire part d'autre chose. BlackRock qui nous avait dit il y a quelques semaines qu'il pouvait rentrer éventuellement dans les cryptos. BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Et BlackRock gère 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 fois la capitalisation de toutes les cryptos et à peu près entre 10 et 12 fois la capitalisation actuelle de Bitcoin. Il faut comprendre que si BlackRock compte rentrer dans les cryptos, ils vont le faire. D'abord, ils vont tremper l'orteil et puis petit à petit, si jamais c'est intéressant pour eux, ils vont potentiellement aller jusqu'à 2%, 1 ou 2% de leur de rentrer sur la crypto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement rentrer à hauteur de à peu près 200 milliards, en tout cas au moins 100 milliards, et vous comprenez qu'ici, il s'agit de 10% de la capitalisation du Bitcoin, sachant qu'on a quasiment, et ça c'était le titre de ma vidéo d'hier, 63% de holders dont les Bitcoins ne sont pas à la vente actuellement, ou en tout cas qui ont un comportement qui est plutôt je mets mon Bitcoin sur des cold wallets et j'accumule en douce. J'accumule à la fois pour les baleines et à la fois pour les petits, mais en tout cas qui ont un comportement qui n'est pas vendeur. Avec ce type de somme, vous faites bouger énormément de choses. C'est ce que je vous ai expliqué quand Luna avait annoncé on va acheter 10 milliards, ne serait-ce que 10 milliards, et là on parle de 100 milliards. Hein. Luna qui dit on va acheter 10 milliards, d'abord dans un premier temps 3 milliards, et puis ensuite 10 milliards de valeur US, de valeur dollar sur du Bitcoin, vous comprenez que c'est des choses comme ça qui peuvent faire bouger le prix. Quand on avait regardé Grayscale qui est le plus gros fonds d'investissement, Grayscale, voilà. Désolé, c'est une vidéo, ça va peut-être être une vidéo un peu longue, mais je pense que ça peut intéresser du monde. Quand on avait regardé Grayscale, ici, on était à 641 000 Bitcoin. Donc, on est à 25 milliards de dollars. Vous comprenez que ce que peut mettre BlackRock dans tout ça, ce que peut mettre JP Morgan, si vous regardez les 100 plus grosses banques, les 100 plus grosses banques dans le monde, vous avez, vous avez beaucoup de banques chinoises, etc. Et JP Morgan est, je pense, la plus grosse banque américaine ici. Vous voyez, c'est les premiers US, avec en total d'assets en gestion 2000 milliards de dollars. D'accord? Donc voilà, après vous avez Bank of America, et puis en France, on est 9e avec BNP Paribas. Donc les plus gros sont, les 4 plus gros aujourd'hui sont chinois. Ça veut aussi dire quelque chose sur la fin des États-Unis, d'une certaine manière. Enfin, voilà, le combat économique entre les États-Unis et la Chine. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, ou en tout cas, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo dédiée. Ensuite, il faut comprendre ici que sur BTC, l'open interest, ça correspond à peu près à 2% de la market cap. Et si vous regardez l'open interest, donc c'est sur les futurs, hein, c'est ce dont je vous parle souvent, c'est-à-dire à la fois ce qui peut se trader sur les options et à la fois ce qui peut se trader sur les liquidations, etc. Hein. C'est à la fois les contrats perpétuels et les contrats futurs. Cependant, sur l'or, l'open interest, c'est égal à 8 fois la market cap de l'or. 2%, 8 fois la market cap. Vous comprenez la différence? Vous pouvez faire 400 fois plus d'open interest sur Bitcoin. Si jamais la volatilité, et c'est là que je voulais en venir, se réduit sur Bitcoin, et si jamais Bitcoin devient une réserve de valeur, et là je parle de Bitcoin, mais je parle aussi éventuellement d'autres assets qui pourront être backés sur d'autres choses, mais qui ont comme vocation d'être des réserves de valeur et pas forcément des monnaies d'échange, vous comprenez ce que ça peut donner comme market cap sur Bitcoin. Ici, tout simplement, si Bitcoin prend la market cap de l'or, la market cap de l'or aujourd'hui, et on va aller regarder ça ensemble, market cap de l'or, elle est à 12 trillions.
La market cap de Bitcoin, elle est à 750 milliards. Et ben, ça fait pas loin d'un x20. x20, donc bah, vous multipliez par le prix, puisque bon, on n'a pas une énorme inflation sur Bitcoin. En tout cas, si tout ça se fait, ça pourrait se faire assez rapidement. Donc un x20 sur le prix, un upside de x20, ça nous emmène le Bitcoin à quelque chose comme 800 000 dollars. C'est pas des questions c'est pas déconnant d'avoir des targets comme ça. Moi, personnellement, elles sont plus basses, mais à très long terme, c'est pas déconnant d'avoir des targets à 800 000, 1 million. Et potentiellement, si vraiment on était sur la total market cap et une adoption totalement massive des cryptos, d'être potentiellement sur des targets à... et c'est des gens très sérieux qui font ce type d'études. Si Bitcoin avait la capitalisation, Bitcoin ou les cryptos d'une manière générale, avaient la capitalisation de la totalité du marché des actions, eh bien, puisqu'on pourrait réfléchir à une manière de tokeniser les entreprises et d'utiliser la blockchain de manière à pouvoir trader une entreprise H24 ou un secteur ou un indice ou tout ce que vous voulez, la technologie blockchain pourrait très bien être utilisée pour tout cela. Vous comprenez que la technologie blockchain permet de laisser ouvert un marché H24. On n'a pas besoin de réellement tout vérifier ou avoir des ouvertures de marché ou quoi que ce soit. C'est justement ça qui est franchement un des très gros avantages de BTC. Tout simplement, vous aurez une capitalisation qui pourrait être celle de la totalité des equity, security, de la totalité du marché boursier en fait. Et là, il a été calculé que si tout ça se mettait en place, si Bitcoin restait une réserve de valeur, que sa volatilité diminue, et c'est ce qu'on voit quand même sur cette correction-là, c'est-à-dire que là, on n'a pas eu de moins 90% comme on avait sur les anciens assets. Depuis l'arrivée des institutions, ça n'arrive pas. Eh bien, la volatilité se réduit petit à petit sur Bitcoin. Et là, vous comprenez que si jamais c'était le cas, Bitcoin pourrait devenir une réserve de valeur. Si Bitcoin se décorrèle des actions US et n'est pas une action tech, une grosse action tech américaine, à ce moment-là, il pourrait devenir potentiellement très intéressant comme collatéral. Et c'est là que je voulais en venir. Si la volatilité se réduit sur Bitcoin, ça peut être une manière de prendre un crédit, une manière de backer une institution, une manière de capitaliser une réserve de valeur, mais que vous pouvez utiliser comme un collatéral pour prendre un crédit, que ce soit dans la DeFi ou dans la vie réelle. Il faut comprendre ici que si la volatilité se réduit, petit à petit, Bitcoin pourra devenir le collatéral parfait. Pourquoi le collatéral parfait? Parce que tout simplement, on peut vérifier que vous les avez sur votre wallet. Donc la banque peut tout simplement dire, moi je veux vérifier que vous avez tel ou tel nombre de bitcoins sur votre wallet. Si vous voulez 1 million d'euros, vous devez avoir 1 million d'euros en bitcoin avec. La volatilité étant réduite, la banque prend un risque quand même relativement faible. Et à partir de là, vous les wrappez, vous les bloquez sur la blockchain Ethereum, sur une autre blockchain, sur une blockchain de DeFi. Vous pouvez très bien ici enlever la possibilité pour vous de dépenser cet argent et ces bitcoins. Et tout ça peut être fait de manière automatisée, sans un tiers de confiance, donc sans la banque. Là, je voulais parler d'une banque, mais ça peut très bien être un tiers qui vous prête encore de la crypto, etc. Et c'est déjà ce qu'on voit et ce qui est en train de se faire. On a aujourd'hui, je crois que c'est 650 000 bitcoins qui sont en WBTC, c'est-à-dire Wrapped Bitcoin. Ils sont bloqués en collatéral pour pouvoir faire des choses en DeFi sur la blockchain Ethereum. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler. Au plus la volatilité diminuera et au plus ce sera bon pour Bitcoin d'une manière générale. Je pense que j'ai fait le tour de tout. C'était une vidéo un peu longue, mais j'espère qu'elle a été intéressante quand même. Il y avait effectivement beaucoup de choses enfouies. J'ai devant moi une espèce de tas de post-it. Je pense que j'ai à peu près tout traité. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, déjà si vous êtes nouveau et que vous avez réussi à aller jusque-là, abonnez-vous parce que je pense que vous avez réussi à tenir 42 minutes maintenant de mes propos, donc ça veut dire que potentiellement vous n'y êtes pas insensible. Activez la cloche des notifications, n'hésitez pas à pousser la chaîne vers le haut de ce côté-là. Rejoignez-nous sur le Discord. Et puis ensuite... si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, moi j'aime bien faire des commentaires à la con, c'est-à-dire que à la fin de vidéo, on fait des commentaires qui n'ont absolument rien à voir avec le Bitcoin. Et du coup, aujourd'hui, mettons en commentaire.
Mettons en commentaire si vous deviez lancer une chaîne YouTube, quel serait le sujet, donc quelle est la chose sur laquelle vous considérez que vous êtes plutôt au point et que vous avez des choses potentiellement à apprendre aux autres. Quel serait le contenu de la chaîne de télé que vous pourriez créer si jamais vous créiez une chaîne YouTube. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. Surveillez bien l'USDT dominance, surveillez bien les niveaux dont je vous ai parlé, et puis tout se passera bien. À très bientôt, ciao. Et ayez votre propre avis aussi, ne suivez pas tout ce que je vous dis à la lettre, ayez un avis avec lequel vous êtes tranquille et précis avec votre argent. Ça correspondra à votre psychologie et ça sera votre avis. Par contre, suivez-le jusqu'au bout. Ok? Allez, à plus.